on va continuer avec vous, Thomas, puisqu'on a la chance de vous avoir aussi avec vous. On a un peu toutes les personnes qui sont représentées, les métiers qui sont représentés autour de la table, puisque vous êtes l'entreprise, hein, l'entrepreneur. On avait dit qu'on ferait un focus, effectivement, c'est qui est votre sujet sur la partie ventilation, hein, parce qu'il a manqué à personne. Là, j'ai re-entendu des chiffres là, puisqu'ils sont sortis, parce que on a parlé des ZFE, hein, vous savez, en ce moment, zones à faible émission qui ont été supprimées récemment. On fait pas de politique aujourd'hui, hein, on va pas discuter si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, il y a un chiffre que j'ai retenu, c'est qu'il y a 40 000 morts par an qui sont liés à des problèmes de qualité de l'air. Alors extérieur et intérieur. Donc vous travaillez plutôt sur la qualité de l'air intérieur, hein, puisque vous êtes sur la ventilation. Est-ce qu'on pourrait rappeler donc à notre public ces quelques enjeux de cette ventilation, et puis aussi pour suivre ce fil, hein, de projets de rénovation qu'on a, est-ce qu'il y a besoin de faire des audits, des diagnostics préalables avant les travaux, notamment sur la ventilation? Bien sûr. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez... Bon, les ZFE, ça a fait quand même... ça a fait un peu de bruit dernièrement, mais on a, nous, un sujet qu'on souhaite quand même porter un peu plus, c'est que la qualité d'air intérieur, comme c'est inscrit sur le diapositive, est 5 à 8 fois plus polluée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur l'extérieur avec les ZFE. On a un vrai enjeu de santé publique au niveau de la qualité d'air intérieur. En fait, c'est vrai que ce qui est évoqué souvent, la raison première pour laquelle on fait appel à nous, c'est pour faire des gains d'énergie. Donc, au niveau de la ventilation, on sait qu'on a un gain d'énergie qui est possible avec des systèmes qui sont plus performants aujourd'hui. On peut optimiser et faire baisser le coût d'une facture de consommation d'énergie de 20%. Il y a aussi la qualité du bâti et comme disait Irène, le confort des gens, que ce soit par la condensation ou par la moisissure. Mais on a quelque chose qui est beaucoup moins traité dans la rénovation énergétique parce que du coup, c'est pas le sujet principal, mais c'est la santé publique. Alors pour revenir juste sur la diapo, on n'a pas tout à fait le même chiffre là, mais parce que vous parlez peut-être de décès qui sont liés à la problème de qualité de l'air intérieur dans le logement. Il y a plus de décès liés à la qualité de l'air intérieur ou extérieur que de morts sur les routes en France. Donc c'est pour rappeler, c'est colossal. Et puis cet air aussi, c'est parce que finalement il faut un renouvellement d'air. Mais si ce renouvellement est trop puissant, trop fort, on perd des calories, hein, c'est ça. L'air chaud, je le fais sortir à l'extérieur, donc il faut que je réchauffe et donc ça coûte de l'énergie. Et puis s'il n'est pas suffisamment important, je fais un Tupperware et donc on voit toutes les difficultés qu'il y a. Donc il y a un bon niveau et ça c'est ce sur quoi vous travaillez. Ouais. On travaille sur ça. En fait aujourd'hui de toute façon les subventions elles sont données uniquement pour les systèmes de ventilation hygroréglables, que ce soit l'hygro A ou l'hygro B, et du coup on doit s'adapter en fonction de ce qu'on doit faire en gain d'énergie et de respecter aussi la qualité d'air au niveau des logements. Donc il y a 5 bonnes raisons de rénover son système de ventilation. Donc déjà la première c'est d'améliorer la qualité d'air intérieur, ce qui est essentiel pour la santé. L'amélioration du confort, qu'il soit thermique, olfactif ou acoustique. De conserver la qualité du bâtiment. Donc bon, ça se fait généralement par des moisissures, mais ça peut être un peu plus profond si on laisse traîner ce genre de choses. Il y a les économies d'énergie parce que du coup on va maîtriser la ventilation. Et après, ça va augmenter la valeur du patrimoine et ça permettra aussi de le louer, comme ça avait été évoqué juste avant. Ça évite certains blocages au niveau des locations de logements. Du coup, pour respecter un peu en gros, quand on passe sur une réhabilitation énergétique, il faut savoir que nous, VT1, en tant que fabricant, on a longtemps été spécialiste de tous les bâtiments avant les années 80. Donc, avant l'arrêté du 24 mars 1982, on avait beaucoup de systèmes de ventilation pièce par pièce naturelle. En gros, sur les conduits qu'on va retrouver qui sont en haut, conduits Chinte individuels et Alsace, ce sont des conduits maçonnés d'époque. Et qui sont Alors ça, c'est les 3 photos là. Vous passez très vite, mais parce que vous connaissez ça par cœur, mais c'est les 3 photos en haut à droite que vous voyez. Donc exactement. Le conduit shunt, ça c'est quoi? C'est un conduit collectif. C'est un conduit collectif avec des rameaux individuels. Donc ça, c'est un conduit qui était existant dans les années 50 et 70, qui s'est fortement fait sur ces périodes-là. C'est ce qu'on voit sur les immeubles des 30 Glorieuses, hein, ces grands bâtiments. Exactement. Et sur lequel il y a une grosse bouche de sortie. Exactement. C'est ça. On a des conduits individuels qu'on peut retrouver sur des bâtiments pareils entre les années 50 et 70, mais c'est plutôt à partir des années 30.
Alors ça, c'est ce qu'on voit sur les immeubles. Là, il y a plein de petites cheminées, Les unes à vitraux côté. orange, C'est exactement. ça, ouais. Ouais. Donc, qu'on voit beaucoup sur les bâtiments parisiens, qui sont des bâtiments qui sont assez anciens. Et les conduits Alsace qu'on peut retrouver aussi sur la région parisienne. À Paris, on trouve du conduit Alsace. Ouais, c'est assez particulier, mais ouais, on trouve des conduits Alsace. Pas forcément à Paris, mais en région parisienne, on en trouve pas mal en tout cas. Oui. Donc ça, c'est des conduits qui sont à traiter avec des systèmes particuliers qui sont appelés basse pression, dans lesquels on a été spécialiste pendant un long temps et qui méritent un diagnostic particulier parce que déjà, il faut voir dans quel état ils sont, la dimension qu'ils font, pour pouvoir adapter un système de ventilation dit général et permanent par balayage. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui en VMC traditionnel, comme on retrouve juste en dessous avec les conduits galvanisés cylindriques. Donc, depuis le 24 mars 1982, la VMC est obligatoire. Et du coup, on a des conduits de ventilation qui sont adaptés au niveau des pièces d'eau, donc salle de bain, toilette, cuisine, cellier ou buanderie. Et on extrait au niveau de ces pièces-là et on fait rentrer l'air au niveau des pièces sèches. Sur les bâtiments des années avant les années 82, on n'aura pas forcément des conduits dans toutes les zones. Et du coup, il faudra s'adapter à la situation du bâtiment. On a aussi des années, juste pour revenir, on a aussi des bâtiments des années 1900 ou avant qui n'ont pas du tout de conduit. Donc, on a des solutions de création de gaines à réaliser. Il y a un critère aussi qui est important qui se trouve sur la gauche, c'est de savoir quel est le système de production d'eau chaude. C'est un des sujets les plus importants quand on fait, nous, une étude, c'est de savoir comment échauffer l'eau et comment on a le chauffage. Si on a des chaudières individuelles gaz, ça pose beaucoup plus de problématiques et on a des solutions de système qui sont beaucoup plus restreints et qui sont pas forcément cachables, si je peux dire ainsi. Parce que sur Paris, on sait qu'on a des sujets d'ABF, on peut pas forcément mettre des tourelles en toiture. Alors les ABF, donc les architectes de bâtiments de France. Si on revient sur le schéma, effectivement, on était sur voilà les chaufferies. On voit qu'il peut y avoir des contraintes sur les bâtiments qui n'ont pas de ventilation, effectivement, de créer ces systèmes de ventilation. C'est ce que vous disiez. Donc là, il faut intégrer l'aspect architectural, hein, c'est dans le projet. Ouais, bien sûr. Bah après, nous, on essaie au maximum d'utiliser ce qui est existant et de ne pas intervenir sur l'extérieur. Mais des fois, les bâtiments sont pas conçus comme il faut. J'ai de faire des créations de gaines en façade ou d'avoir des créations de gaines en logement, ce qui n'est pas toujours faisable. Pareil sur des bâtiments parisiens où parfois il y a des mansardes au niveau des pièces de vie. Donc on essaie de trouver la solution la plus adéquate et de sensibiliser surtout aux problématiques qu'on pourrait rencontrer en phase d'exécution. Voilà, donc là on a fait le première étape. Après il y a d'autres diapos, mais c'est pour plus tard. Hein. Non, il y a juste une diapo ici. En fait, c'est aussi une contrainte, c'est de savoir quel type de toiture on va avoir. Ah oui. Parce qu'en fait, on a uniquement représenté les toitures terrasses et les toitures combles, mais on peut aussi être sur toiture pente. Donc ça va changer aussi le système. Et on peut aussi être sur des terrasses qui sont privatives, qui donnent sur la toiture et où les conduits de ventilation ressortent. Donc c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte parce qu'on peut avoir des propriétaires ou des bailleurs qui peuvent être embêtés d'avoir des cheminées et des systèmes de ventilation mécanique qui se trouvent au niveau de leur terrasse privative, mais qui appartiennent à des logements inférieurs. Ouais. Donc c'est des choses à prendre en compte dès le début. Donc ce que vous voulez dire, c'est Thomas, dans votre propos général, c'est que dans la phase de conception, vous avez besoin d'aller dans le bâtiment pour aller faire à la fois aller découvrir comment est construit ce bâtiment et puis voir les solutions que vous pouvez apporter, parce que de ça dépend le devis que vous allez réaliser. L'étude, elle change totalement, ouais. Bon, que ce soit au niveau financier où on peut avoir des gros écarts d'un système à l'autre, et aussi au point de vue faisabilité. Donc c'est vrai qu'en général, on accompagne soit des copropriétaires en direct, soit les bureaux d'études, soit directement en phase DTG, on peut accompagner nos partenaires pour aller les sensibiliser à ça. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes familles de ventilation, hein, parce qu'on parle hydro-réglable, hybride, bon, enfin, voilà, clarifier ça pour notre public, et puis à quel type de bâtiment finalement chacune est adaptée. Bien sûr, on peut. Là, c'est un petit rappel un peu de nos chiffres pour montrer un peu qu'on a une activité quand même qui est assez forte. Donc, on a 45 000 logements qui ont été réhabilités en 2024. Sachant que la moitié de l'activité se fait sur la région parisienne, donc Paris et l'Île-de-France en général. Du coup, on a 30 solutions de ventilation. Donc, dans les 30 solutions, il y a des systèmes hybrides et des MBP que je vais présenter après. Et ils sont tous Hygro A, Hygro B, auto, en fonction du besoin du bâtiment, en fonction aussi des besoins de qualité énergétique. Mais la présentation se fait plutôt après.
Bon, ça, c'est un petit point sur notre nouvelle usine. Du coup, bah, vu que l'activité est fortement croissante, on a un nouveau site de production qui s'est créé pour faire face justement à la demande qui est de plus en plus forte. C'est du Made in France. Comment? Made in France, alors. Made in France, exactement. En fait, on a une société qui est basée à Montpellier et on est fabricant, concepteur et revendeur de notre produit. Donc, on peut adapter nos solutions à la réglementation. On peut écouter aussi les installateurs. On peut écouter la ville de Paris s'il y a des suggestions au niveau de l'esthétique. Voilà, on cherche des moyens d'amélioration. On a une chaîne de décision qui est assez courte et du coup, on s'adapte assez facilement aux besoins du marché. Et du coup, bon, c'est pas très lisible parce que la diapositive. Alors là, c'est tout petit, hein. Ouais. Mais alors, je fais, on a un deal, vous savez, Thomas, avec le public. Ouais. En fin de conférence, vous allez recevoir, cher public, un questionnaire de satisfaction. Vous répondez au questionnaire de satisfaction et puis on vous envoie les diapos. Donc vous avez tout ce schéma de décision là. Ça c'est une mine d'or, ce truc. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, on peut décider quel type de système de ventilation on peut adapter en fonction du type de bâtiment. C'est ça. On peut cheminer. En fait, on va cheminer et voir quelle solution on peut adapter en fonction des contraintes du bâtiment. Donc là, la première étape, c'est de savoir si c'est un bâtiment d'avant ou d'après 82. S'il est d'après 82, on va mettre un système de VMC 10 standard, donc un caisson qu'on retrouve sur tous les bâtiments récents. Et si on est avant 82, on sera sur des systèmes de ventilation basse pression. Donc la basse pression, c'est quoi? C'est des pressions qui sont c'est des systèmes qui fonctionnent avec des pressions qui sont inférieures à 35 pascal. En fait, les conduits de ventilation anciens, maçonnés, ont des pressions admissibles de 35 pascal. Oui, parce que si on met trop de pression, ça fuite dans tous les sens. Il y a des problèmes le conduit, l'air passe à travers le conduit, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a beaucoup de fuites. Et en plus, on dégrade les conduits existants. Donc, on risque de détériorer ce qui peut être utilisé de façon adaptée aujourd'hui avec les systèmes qui sont prévus. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est de savoir quel est le système de production d'eau chaude. Si on a des chaudières ou des chauffe-bas gaz individuels, eh ben, on est obligé de passer sur des systèmes hybrides ventilés éco-gaz. Je vais expliquer un peu après à quoi ça correspond. Et si on est sur un système collectif, des ballons d'eau chaude ou des chaudières électriques, il n'y a pas de sujet particulier. On peut passer sur l'ensemble de nos systèmes, qu'ils soient en VMBP ou en hybride. Je ne sais pas si on peut passer la diapo suivante. Non, je vais refaire celle d'avant, excusez-moi. Pardon. Donc du coup, c'est ça qui va nous permettre de définir quel système on va utiliser. Et une fois que le système est défini, on voit aussi s'il n'y a pas de contraintes, hormis les contraintes de production d'eau chaude et d'âge du bâtiment, des contraintes esthétiques et des contraintes aussi de faisabilité. Donc une fois qu'on a défini la solution, on va passer plutôt sur une phase travaux. Donc en gros, on va passer à la diapositive suivante. Et nous, on a en fait un accompagnement qui peut se faire dès le DTG ou avec le bureau d'études, auprès des copropriétaires et après auprès des installateurs. Donc quand on passe en phase d'exécution, on fait ce qu'on appelle un dossier technique chantier où du coup on fait une visite obligatoire. Donc en phase d'étude, on priorise la visite technique dans tous les cas, mais on n'a pas tout le temps la possibilité de le faire. On se rapproche parfois des bureaux d'études qui nous transmettent les informations nécessaires et on répond à l'étude. Donc avec des photos, des plans, des TG, des informations annexes. Là, en l'occurrence, on est sur un système dit VMBP. Donc, en fait, on va avoir des tourelles qui s'appellent des tourelles Ventil Plus, qui traitent uniquement l'air vicié. Donc, on peut pas traiter le gaz avec ce genre de solution. Donc, comme on fait un passage sur site, on fait un repérage des conduits. On sait qu'il y a des conduits qui traitent la cuisine, des conduits qui vont traiter salle de bain WC. Donc, une fois que le dossier technique est réalisé, on a chez nous des assistants techniques qui vont faire la réception du chantier. Donc, une fois que tout est installé, que ce soit en logement ou en toiture et raccordé électriquement, on vérifie la conformité. Donc, il faut qu'ils suivent le dossier technique au niveau des positionnements de tourelles. Nous, on fait un appairage moteur. Donc, en fait, c'est représenté ici. On a des moteurs qui sont appairés et il y a une sécurité positive qui est installée. Que ce soit pour les systèmes qui font de l'air vicié ou du gaz. C'est-à-dire que si on a une tourelle qui s'arrête au niveau de la cuisine, la tourelle au niveau de la salle de bain va s'arrêter aussi. D'une, pour éviter qu'il y ait une surcharge d'humidité au niveau d'une seule pièce. Et également, si jamais il y avait du gaz, qu'on évite la propagation de gaz au niveau du logement. Donc c'est une sécurité complémentaire. Donc une fois que tout ça c'est vérifié et paramétré par notre assistant technique, on va passer du coup au contrôle en logement. Donc en logement, on doit vérifier que les mortaises sont faites correctement pour que le système fonctionne, que les bouches sont conformes. Donc on a un tableau de position de bouche en fonction des typologies. On a des puissances de bouche qui sont plus ou moins fortes et on fait un test de mesure. Donc il faut que les conduits soient bien ramonés,
qui soit bouché en pied de conduit. En gros, il y a pas mal de contraintes à réaliser, donc des prérequis. Donc, on forme les entreprises sur ce genre de choses. Et si jamais les contraintes sont respectées, on est censé avoir les dépressions nécessaires. Et derrière, on va passer à la diapo suivante. On fait un rapport de mise en service, conforme ou non conforme. Donc, s'il est conforme avec des réserves, il va falloir relever les réserves qui sont mentionnées. S'il est non conforme, il va falloir aussi relever les éléments et on refera un passage pour confirmer que le système est bien fonctionnel. Pour que du coup, les copropriétaires se rassurent sur le fait que du coup, nous, on a un devoir de valider l'installation pour être sûr qu'elle fonctionne et qu'elle est installée dans les règles de l'art. Oui, parce que quand on fait tout ça, oui, c'est pour des problèmes, on a vu, de santé, de sécurité, et donc il faut s'assurer que derrière, on soit bien au niveau. Ce qui n'est pas tout à fait le cas sur la ventilation. Il y a effectivement une différence par rapport à l'isolation thermique par l'extérieur. L'isolation thermique par l'extérieur, c'est sur la performance énergétique, où vous avez aussi des enjeux de santé. On a des enjeux de santé, oui, exactement, et puis on a des devoirs de qualité. C'est-à-dire que nous, si le système n'est pas fonctionnel, généralement, on nous rappelle au bout de 2-3 ans. Et du coup, on doit rendre des comptes. Donc, nous aussi, on veut s'engager à ce que nos systèmes fonctionnent. Les entreprises avec qui on travaille, on veut qu'elles s'engagent à faire du travail de qualité parce qu'elles sont porteuses de nos solutions aussi. Et donc là, il y a quelques exemples de solutions un peu diverses. Donc, on a une solution VMC qui se trouve tout en haut à droite. On a des systèmes de tourelles hybrides et basse pression qui se trouvent en haut à gauche. Et après, on a des systèmes de caissons, comme on a pu le voir sur la résidence précédente avec des plénums, qui sont ou en comble ou sur toiture terrasse. Voilà, donc hybride, c'est un coup ça marche de manière naturelle, un coup j'ai un moteur qui vient prendre le relais quand le tirage naturel ne suffit pas, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, l'hybride, on a des conditions météorologiques qui sont prises en compte. Donc, on a des anémomètres qui sont raccordés à des unités de contrôle. Quand on a des températures inférieures à 8 ou 10 degrés et des vitesses supérieures à 4,5 mètres secondes, le moteur se met à l'arrêt et on a un tirage thermique et un tirage éolien qui répondent aux besoins de ventilation du bâtiment. Et après, quand on n'a pas ces conditions météorologiques réunies, le moteur se remet en route pour répondre aux attentes. Contrairement au système VMBP, les systèmes VMBP, ils ont des capteurs de pression et ils s'adaptent à la pression. Alors VMBP, alors ça, oui, vous utilisez énormément d'acronymes. Ouais, les PPT, les DT. On va faire un quiz à la fin là sur les AMO, le VMBP. Ça c'est. Alors tout à l'heure, il y a eu, c'était quoi là, la partie privative, c'était TPIC. TPIC, voilà. Et alors VMBP. VMBP, c'est ventilation mécanique basse pression. Donc là, oui, on se rapproche plus de systèmes type VMC. Donc on a une ventilation qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus contrôlée. C'est-à-dire qu'on a des capteurs de pression qui sont au niveau des moteurs. Et quand les bouches hygroréglables ou les entrées d'air hygroréglables vont s'ouvrir dans le logement, le besoin d'extraction va être plus fort, la pression va tomber et le moteur va accélérer. Donc on a une gestion beaucoup plus fine des besoins d'extraction du logement. Une question de Hassan qui dit: est-ce que ces systèmes permettent réellement de faire des économies d'énergie? On fait des économies d'énergie pour plusieurs raisons. Déjà, d'une, parce qu'on va avoir des systèmes hygrométriques, donc on va s'adapter aux besoins du logement. C'est-à-dire que si demain vous avez des logements qui sont, ce qui n'est pas logique, mais laissés à l'abandon pendant 2-3 mois, il y aura très peu d'humidité qui sera produite. Et du coup, les capteurs d'humidité au niveau des bouches et des entrées d'air vont laisser les bouches ou les entrées d'air en position fermée. Ce qui fait que du coup, on aura beaucoup moins de tirage au niveau du logement, donc beaucoup moins de perte de chaleur. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage que ça représente en termes d'énergie, la ventilation? C'est ce que je disais, c'est que ça va pas aller jusqu'à 20%, 20-24%. Après, par rapport à l'économie d'énergie, aussi une chose qui est importante, c'est que nos systèmes de ventilation, en gros, parce que les gens parfois s'inquiètent, ils disent on avait quelque chose de naturel et maintenant on a quelque chose de mécanique qui consomme de l'électricité. On a des consommations qui sont entre 1 et 10 euros par personne par an sur les systèmes de ventilation en général. Donc ça va dépendre de la configuration du bâtiment. Aussi, on a très peu de coûts d'électricité au niveau des systèmes de ventilation. Et en termes d'entretien, lorsque la ventilation, parce que c'est des systèmes qui tournent toute l'année, pour ceux qui ont des moteurs, hein, pas tous, mais... Ouais. Alors en fait, en gros, il y a des règles. On est censé avoir une entreprise de maintenance qui fait le nettoyage et le ramonage des conduits existants tous les 5 ans. Et c'est tous les ans sur les conduits qui font des évacuations de gaz brûlé. Donc c'est des choses qu'il faut respecter. Sinon, en soi, oui, les systèmes peuvent s'encrasser. Et aussi un sujet, c'est si jamais les locaux sont pas utilisés de manière adaptée. C'est-à-dire que si vous avez des gens qui cuisinent toute la journée, forcément les moteurs vont plus souvent s'encrasser et donc il faut faire attention à ça et qu'il y ait une entreprise de maintenance qui soit vigilante là-dessus. Vous voulez dire que là, ça serait hors logement, hein, c'est-à-dire dans des systèmes dans lesquels on est dans du tertiaire, comme ici, hein, ouais, dans des restaurants. Ça peut être des logements où les gens font plus de nourriture ou, oui. ou plus de, enfin oui, il peut y avoir plusieurs choses quoi.
Voilà, donc en fonction de l'usage, effectivement, il faut adapter la manière dont on contrôle. Le rapport de contrôle que vous avez montré, il est obligatoire ou il est fortement conseillé? Alors en fait, il est fortement conseillé. Ouais. Alors on a des entreprises partenaires qui font les mises en service eux-mêmes, qui sont agréés et habilités par nous, puis après une formation qui est Calliope, qui se trouve dans nos locaux ou à Frontignan ou à Paris. Après, nous, on remet dans tous les cas le rapport de mise en service à notre client, et notre client direct et l'installateur. Après, si le bureau d'études ou le copropriétaire le veut, il faut qu'il se rapproche de ces entités-là.